Donc cette première table ronde s'inscrit donc dans la thématique de Stade Plural qui nous accueille ce soir. Et en fait, on se propose de réinterroger cette opposition entre urbanité et ruralité, en ayant également l'envie, et ça on l'a bien vu déjà dans le film, un peu cette envie de questionner la construction culturelle et autres images d'Épinal que constitue la notion de ruralité. Et je pense que ce soir, il y a un peu 3 questions qui forment la base de notre discussion. La première serait: à quoi ressemble la ruralité en Wallonie aujourd'hui ? La seconde serait: les habitants des zones rurales ont-ils en fait toujours accès à la campagne ? Et puis finalement, est-ce que l'herbe est vraiment plus verte à la campagne en termes d'accès à la propriété et de vivre ensemble ? Donc j'aborderai ces questions avec vous tout à l'heure, d'ici 1 heure, dans un moment d'échange de questions-réponses avec vous, et puis avec les 5 invités autour de la table que je vais vous présenter. Hop. Voilà, nous y voilà. Donc nous avons d'abord Charlotte Renoupré, qui est présidente de l'ASBL des équipes populaires, avec à ses côtés Jean-Michel Leclerc, auteur et journaliste. Et vous avez ensemble rédigé un article dans la revue Dérivation 9, une enquête. En fait, vous avez mené une enquête qui s'appelle « Foncier droit dans le mur ». À vos côtés, il y a Pascal Raillet et Serge Landmetters, qui sont architectes de LRA Architecture et qui ont ancré leur pratique depuis 2001 sur l'axe Bruxelles-Luxembourg. On peut dire ça un peu comme ça. Ouais. Et puis finalement, Sébastien Lacomblé, artiste visuel, consultant en développement territorial et enseignant, et qui est ici auteur également d'une fiction parue dans le même numéro 9 de la revue Dérivation, qui va donc nous accompagner ce soir et qui a pour titre « Ce que l'urbain fait au rural ». Alors, oui, je vais commencer en m'adressant à vous, Charlotte et Jean-Michel. Bonjour Audrey, bonjour la salle. Bonjour à vous 5, effectivement. Ben voilà, je voulais un peu vous demander, dans toute cette enquête donc intitulée « Foncier droit dans le mur », qui est une enquête que vous avez menée sur plusieurs mois. Et à l'issue un petit peu de cette enquête, je me demandais, pour vous et d'après votre perception, à quoi ressemble la ruralité en Wallonie aujourd'hui, si vous êtes capable de répondre à cette question. Il y a l'image qu'on voit ici en fond de la couverture et qu'on retrouve là, qui est un travail d'Axel Cerveau. Je me suis dit que c'était pas mal pour, comme image de la ruralité. Oui, ça ressemble à ça en fait. On voit bien, il y a des maisons 4 façades, c'est vert. Et c'est aussi c'est très fantasmé. Je crois que c'est beaucoup ça, la campagne. C'est quelque chose qui est fantasmé par les gens de la ville, qui est fantasmé peut-être aussi par les gens de la campagne eux-mêmes, où l'habitat cohabite, coexiste avec tout ce qui est l'activité agricole qu'on suppose ou qu'on imagine. Mais qui est, comme on l'a... Enfin, j'en avais déjà une petite idée, mais c'était confirmé par l'enquête. Il reste aujourd'hui 12 000 fermes en Wallonie. Il en avait 30 000 en 1990. Donc c'est quelque chose qui diminue très fort. Donc l'idée que la ruralité, c'est pas chez les paysans en fait. Il y a de moins en moins de paysans, tant que ces agriculteurs sont aussi de moins en moins souvent l'occasion d'être des paysans. Et donc la ruralité qu'on a vue, en tout cas telle qu'on l'a explorée nous avec notre article, qui explorait 2 questions, des questions assez politiques et questions de l'accaparement. En réunion de rédaction, en fait, il y a 2 thèmes qui sont tombés dans la discussion. Il y a, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un accaparement des terres ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un accaparement du logement ?
Et en gros, le cliché, c'est Colruyt achète tout, et d'un côté, et de l'autre côté, c'est Mark Cook, qui a Durbuy, etc., est en train de racheter toute la Wallonie. Sur base de ces deux constats-là, on est allé faire une exploration et on a vu que tout était très complexe. Et pour en revenir au titre donc, de dérivation, ce que l'urbain fait au rural, c'est qu'on a on observe une intrication comme ça de désirs urbains qui investissent la ruralité, et en même temps d'une ruralité qui se projette elle-même aussi vers l'urbain, vers la ville. Et donc, il n'y a pas vraiment moyen de couper les deux. De la même manière que c'était dit dans le reportage, il y a plusieurs ruralités, il y a plusieurs villes. Voilà, on n'est pas arrivé, je crois, à une conclusion de définir ce qu'est la ruralité. Ça donne un peu envie d'y aller, de s'intéresser aux problématiques qu'on a vues du coup dans notre enquête, qui ne sont jamais qu'une toute petite, une petite image. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Non, oui. Ou alors on va échanger. Oui, mais donc effectivement, pour la petite histoire pour situer aussi le point de vue, le contexte et comment on est arrivé à se poser ces questions-là, avant de revenir à ta question, parce que voilà, je trouve que c'est toujours important de donner un peu le contexte et l'histoire qu'on ne raconte pas finalement dans l'article. Mais donc, moi, ça fait quand même quelques années que je travaille des enjeux d'accès au logement, de droit au logement en ville. Et à un moment donné, je me suis quand même pas mal posé les questions de, tiens, à la campagne, parce que je viens de la campagne. Avant d'habiter à Bruxelles, j'habitais dans la campagne namuroise. Je constate quand même parmi mon environnement proche, mes amis, que l'accès au logement est compliqué aussi à la campagne, et que parallèlement à ça, il y a quand même des dynamiques de gens qui ont suffisamment d'argent pour avoir 2, 3, 5, 10, 20 logements. Et j'avais quand même cette idée stéréotypée, et je l'ai constatée quand même sur le terrain, que tiens, ces urbains qui vont avoir acheté une seconde résidence à la campagne pour prendre un bol d'air le week-end, ou de ces flamands qui vont acheter vraiment plein de logements du côté du Luxembourg. Et j'avais envie d'explorer cette question-là. Et donc effectivement, on s'est dit avec Jean-Michel, en fait, il y a vraiment un intérêt à raccrocher les questions d'accès à la terre aux questions d'accès au logement. Et on va voir un peu comment on peut triturer tout ça. Et donc, au fur et à mesure de l'enquête, on s'est quand même vraiment rendu compte que la ruralité, en fait, ça n'existe pas. Mais comme c'est aussi très bien dit, finalement, dans le documentaire qu'on vient de voir, par contre, il y a des ruralités. Et il y a quand même des problématiques d'accès au logement et d'accès à la terre qui sont bien réelles et dont les causes sont multiples et sont différentes aussi en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Donc même si le territoire wallon est petit, il est malgré tout quand même très 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 différent entre ce qui se passe en Gaume, ce qui se passe à Eupen, ce qui se passe du côté du Brabant wallon, ce qui se passe du côté de la frontière française. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et donc voilà, c'est un peu tout ça quand même qu'on a pu constater au fil de notre enquête. Et donc du coup, qui l'habite et sur quoi vous vous êtes vraiment concentré? Parce que vous dites que votre point de départ, c'était un petit peu d'analyser ces multiples logements ou ceux qui n'ont pas accès. À quoi vous êtes arrivé? Est-ce que c'est vraiment possible de mener l'enquête? Ça, c'est déjà la première question. Alors, donc, par rapport à la question de l'habitat, nous, on a rencontré notamment Christian de Sourou, qui est en train de mener une enquête sur les secondes résidences, justement. Donc, c'est un travailleur de l'IGEAT qui est en train de mener une enquête autour de ça. Et alors, il était au début de son enquête, et lui, ce qu'il pouvait dire, c'était que les dynamiques de pression d'accès au logement sont très fortes et plus fortes dans les zones touristiques. Que ces dynamiques se sont accélérées ces dernières années et qu'aussi tous ces phénomènes sont imbriqués, que c'est très compliqué de différencier première résidence de seconde résidence, et donc que c'est vraiment pas très très facile de vraiment d'identifier. Pourquoi c'est pas facile d'identifier? Alors ça, c'est notamment dû au phénomène des plateformes. Airbnb, Booking, etc. Au fait que aujourd'hui, une seule première résidence peut être parfois considérée comme seconde résidence. En tout cas, on peut les louer en week-end via Airbnb quand on part en vacances en France. Et donc, voilà, c'est plus facile de complètement catégoriser les choses. Et alors, autre chose qu'on s'est rendu compte aussi par rapport à ta question, qui habite à la campagne, c'est que la question de l'accès à la propriété
ne se pose pas de la même manière en ville qu'à la campagne. En ville, en général, on a quand même un ratio de locataires qui est plus élevé. À Bruxelles, c'est à peu près 60%. À Liège, c'est aussi plus de 50% de locataires. Par contre, à la campagne, on a presque que des propriétaires, mais ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement propriétaires par conviction et qui veulent devenir propriétaires, mais c'est parce que le choix de la location ne se fait pas. Et donc ça, c'est quand même un élément aussi qui nous avait marqué et qui peut conduire à une certaine forme d'emprisonnement, ou en tout cas, je suis propriétaire parce que je dois acheter, mais donc je m'endette, et donc voilà, ça pose une série de problématiques. Ça marche ça? Oh. Du coup, j'ai perdu le fil, ce que je voulais dire. On a aussi rencontré des acteurs qui travaillent donc sur le droit au logement, le miroir vagabond, l'acronyme où Arnaud travaille. Le Rassemblement Wallon pour le droit à l'habitat, donc RWDH, l'équivalent du RBDH bruxellois. Et donc en fait, eux, leur constat sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment une pénurie de logements qui s'observe auprès du public précarisé avec lequel ils travaillent. Et parce qu'il y a plus d'arrivants, parce qu'il y a moins de logements, le nombre d'habitants ne bouge pas trop, donc augmente légèrement. Le nombre de ménages, là, par contre, augmente davantage. Et donc, il y a aussi de moins en moins de logements disponibles, du coup, du fait aussi de par c'est un peu cette ruée sur le tourisme qui se marque tant par l'achat de secondes résidences que par la création de gîtes, que par le fait que tout cela fait monter les prix parce que ça amène des rentes potentielles. Je crois qu'on peut imaginer que certains logis sont sans doute loués en tant que gîte touristique. Le prix à la semaine doit être supérieur à un loyer mensuel d'une location. Donc voilà, chez certaines personnes, ça devient assez intéressant. Et si donc les choses prennent de la valeur, ça va aussi, ça crée de l'attractivité, ça crée de l'action. Il y a plus de gens qui veulent peut-être acheter. Tout ça participe à faire monter les prix. Et donc les prix montent. C'est pas seulement les prix d'en haut qui montent, c'est tous les prix qui montent. Et on se retrouve avec une population qui, je crois qu'Arnaud nous disait, avant, puisqu'ils travaillent dans différents types de ruralités, des ruralités touristiques, et d'autres qui le sont moins, qui sont parfois des ruralités simplement proches d'un axe autoroutier. Où il disait, il y a quelques années, on cherchait avec quelqu'un, on avait 20 offres, maintenant on en trouve 2, 3. Et donc il y a de moins en moins de logements disponibles parce que il y a une augmentation de la demande. Et en fait, c'est ça, je ne sais pas si on va parler aussi des terres agricoles, c'est qu'on voit qu'il y a une augmentation de type de demande, en fait. Il y a besoin de plus de logements et on a besoin de logements pour plus de choses, pour habiter, mais aussi pour le loisir. Et donc tout ça, ça fait que les choses deviennent rares, elles deviennent plus chères. Et donc pour le public précarisé, il y a moins de logements disponibles, mais pour les classes moyennes, pareillement. Donc on discutait avec des travailleurs sociaux, ils disaient, ça c'est le public précarisé avec lequel on travaille, mais nous, classe moyenne, c'est pareil, ça devient de plus en plus difficile. Donc ils ont beaucoup de travailleurs qui sont même en habitat léger, en yourte, etc. C'est un peu par choix, mais c'est aussi par nécessité, parce que le logement devient plus cher. Dans les choses qui bougent, il disait, avant on travaillait dans les campings par exemple. Des gens choisissaient d'habiter dans une caravane, dans un camping à l'année. Ça passait un peu pour marginal, mais ça avait aussi un côté très poétique. Mais voilà, avec les inondations, et en même temps, on va dire, c'est peut-être pas très adéquat. Et surtout, c'est qu'on se dit, mais surtout, ça fait un peu mauvais genre, ça fait un peu quart-monde. Ce serait quand même peut-être mieux d'avoir du glamping, d'avoir un petit camping un peu chic. Donc, on va essayer que plus personne n'habite dans les campings. On va réserver ça au tourisme. Tout ça, c'est tous des types de logements qui vont être soustraits. Et certains émettent aussi l'hypothèse, quand on voit les prix qui montent, la maison elle est peut-être pas très en état, on n'a peut-être pas l'argent tout de suite pour la rénover, mais on va attendre, on va spéculer, on va espérer que ça monte. Et donc il y a ces logiques financières sont là, et donc si on arrive dans une logique lecture très économique, marxiste, anticapitaliste, ou en tout cas qui analyse les mécanismes du capital, on voit que c'est ça, c'est que les personnes qui ont de l'argent ont une plus grande capacité à emprunter, à pouvoir acheter. On relève là dans l'article un chiffre qui était mis en avant par BNP Paribas Fortis.
Il disait, ben voilà, 28% des prêts hypothécaires en 2021 avaient trait, 26 ou 28%, je ne sais plus, avaient trait à des secondes résidences. Et 60% de ces prêts-là, c'était des gens qui estimaient pouvoir faire une rente. Après, ça peut être une rente. Oui, mais je vais y aller, moi, le week-end, et puis je vais le mettre en location la moitié du temps. Tout ça, ça fait de l'argent qui arrive et qui fait monter les prix et qui fait augmenter la précarité. Et je voulais avoir un peu des nouvelles du côté du Miroir Vagabond, donc on avait rencontré nous. Donc c'est une fondation créée par Christine Mailly, que peut-être certains ici connaissent, qui travaille vraiment sur le public précarisé à la campagne. Ils ont lancé un mémorandum sur l'habitat pour interpeller les bourgmestres, disant qu'il faut trouver des solutions pour amener plus de logements dans les centralités de village. Il faut travailler là-dessus, travailler à des logements partagés. Donc elles ont pris un peu leur bâton de pèlerin pour aller voir à gauche, à droite, dans les différentes communes de la région où elles sont, qui est une région très touristique, Othon, Durbouy, Beaumal, etc. Je crois que La Roche est aussi sur leur territoire. Et donc là, les bourgmestres commencent à se rendre compte qu'il y a un problème. Et voilà, mais tu as fait une question. Non, mais effectivement. Et donc les bourgmestres commencent à s'en rendre compte. Il y a une tension depuis très longtemps. Voilà, on essaie de rendre les communes attractives pour le tourisme, c'est bien, ça mène de l'économie, mais du coup, ça fait diminuer le logement disponible. Donc, où est la limite? Et donc, au Miroir Vagabond, on disait, voilà, on essaie de travailler là-dessus. Donc, je les appelle hier pour avoir des nouvelles. Ah ben oui, mais là, on est fort occupé. On n'a plus trop pu s'intéresser à ces questions du tourisme, qui est un vrai problème, parce que là, on est pris avec le réseau sur de lutte contre la pauvreté. Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. C'est Logement sous Baxter, je crois, le titre de la campagne. Ils travaillent sur les questions de la salubrité parce qu'ils se retrouvent avec d'autres problèmes. C'est que le parc social, par exemple, date plus ou moins, tout le parc date de la même époque, les années 50 à 70, et tout devient vétuste en même temps. On ne sait pas tout rénover. Du coup, il y a des logements qui ne deviennent plus disponibles. Et on se retrouve avec des personnes qui n'ont plus l'accès au logement. Et elle me disait que on a longtemps dit qu'il n'y avait pas de sans-abrisme, de sans-logisme en République du Luxembourg. Et en fait, maintenant, on dénombre plutôt 1400 personnes. Donc, c'est 1,5% de la population qui, en fait, n'a pas vraiment de logement fixe. Et donc, c'est toutes des réalités qui passent effectivement pas forcément sous les radars. C'est ce qu'on nous disait aussi, c'est que d'habitude, les questions du logement, tu peux peut-être embrayer là-dessus, on se focalise beaucoup à ce qui se passe en ville, mais ce qui se passe à la campagne passait un peu sous les radars des associations qui travaillent et qui médiatisent peut-être ces questions-là. Et donc, c'est effectivement le cas. Et maintenant, on le voit plus. Il y a plus de face. Est-ce que l'information remonte plus? En tout cas, donc, notamment le RWDH, RWLP, donc c'est des acteurs quand même qui sont assez connus en Wallonie. Ils nous disent aussi qu'aujourd'hui, les questions de mal logement en ruralité sont beaucoup plus présentes. Et alors, bon, ça, on n'en parle pas dans notre article, mais c'est aussi des enjeux qui sont très présents aujourd'hui. C'est toute la question de la rénovation et de l'isolation des logements, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on a, d'ici à l'horizon 2050, une obligation de rénovation et d'isolation des logements très stricte et très ferme, qui est une obligation européenne. Alors on pourrait se dire, ah chouette, super, on va faire en sorte d'avoir tous des logements bien isolés, de qualité, etc., etc. Mais nous, les acteurs de terrain, et là moi je parle aussi avec ma casquette professionnelle, on est ultra inquiets parce que sans aucune politique de régulation des loyers, sans aucune politique antispéculative, on va se retrouver avec des logements nickel bien isolés, mais absolument inaccessibles pour les gens. Déjà là aujourd'hui c'est problématique, mais alors dans 10 ans, ça va vraiment être pire que problématique, quoi. Et donc justement, les pouvoirs publics par rapport à ça, tu parlais d'un réveil de certains bourgmestres, mais... Alors, nous en tout cas, ce qu'on a constaté, les pouvoirs locaux, en tout cas, ils sont un peu démunis et désemparés. Donc, c'est toujours très ambivalent. Donc, il y a vraiment une tension dans laquelle tous les acteurs sont pris, qui est... tension entre le court terme et le long terme, entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, qui est vraiment pas simple à arbitrer, et notamment par rapport aux pouvoirs locaux. Certains bourgmestres, en tout cas, se disent moi, j'ai besoin quand même d'avoir une commune attractive. Pourquoi ? Parce qu'une commune attractive, ça va attirer des habitants. Je veux des habitants. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir une commune qui soit agréable à vivre, qui soit jolie. Et même les habitants, voilà, les travailleuses du Miroir Vagabond nous disaient, nous, on sait bien que la ruralité, c'est attractif, on a des jolis villages et c'est très bien. Mais où est la limite et où est l'équilibre entre trop d'attractivité produit
de facto et de manière mécanique une augmentation des prix, une augmentation du foncier, une transformation des habitants, une augmentation du nombre de logements touristiques et donc de facto une réduction du nombre de logements habitables de manière permanente. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que les pouvoirs locaux, pour en revenir à ça, ils sont dans des temporalités vraiment très différentes des pouvoirs privés. Donc les pouvoirs locaux se disent ben voilà, il faut que j'ai une commune attractive, donc voilà, ils mettent en place une série de choses. Et puis c'est un peu quand c'est trop tard qu'ils se rendent compte que ah merde, en fait il faut réguler. Mais comment je fais pour réguler? Et les privés, ben, ils arrivent quand même toujours déjà à aller plus vite et à contourner. Alors il y a un exemple, tu parlais de La Roche tout à l'heure. Alors La Roche, c'est juste pour vous donner un petit exemple pour montrer à quel point c'est compliqué. Là-bas, ils ont voulu mettre en moratoire sur les permis de gîte en disant il faut absolument que les personnes dorénavant, nous allons accorder des permis de gîte à celles et ceux qui résident à moins de 10 km de La Roche. Donc, dans l'idée de se dire il faut que ce soit des locaux qui proposent des gîtes. Ah ben, qu'est-ce qu'il était possible de faire pour détourner l'affaire? Il suffisait de passer par une agence immobilière de La Roche, et puis après, c'était bon. Et donc, c'est toujours un peu à rebours, c'est compliqué de réguler, et souvent, c'est trop tard, et donc c'est un peu... voilà, on n'est pas soumis aux mêmes contraintes, en fait, quand on est dans les pouvoirs publics. Ben, c'est vrai que l'exemple qui venait aussi, c'est là l'émergence des plateformes, genre Airbnb et compagnie, c'est 2015. Donc, quelque part, c'est hier, et en même temps, ça a permis de changer plein de choses. Quand on voit le temps qu'on met pour développer un projet ou à l'échelle d'une commune, j'imagine que vous pourrez en témoigner, quand on voit à quelle vitesse ce genre de choses peut remuer des montagnes et changer totalement la sociologie d'usage d'une région entière, c'est assez hallucinant. Donc les pouvoirs publics sont démunis, et c'est ça qu'on rencontrait Christian de Soroux et d'autres géographes. Voilà, on essaie de trouver des données, mais c'est difficile parce qu'il y a peu d'accès sur le foncier. Il y a un côté un peu secret, parce que voilà, le Belge a sa brique dans le ventre, mais il y a aussi un petit côté secret du foncier. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi du côté de l'agriculture, où là, l'envolée des prix, alors là, on est à du x12 en 25 ans. Et justement, par rapport à l'agriculture, et c'est ceux qui habitaient là-bas avant et ceux qui restent, comment ils jouent comment ils restent propriétaires ou non de leur terre, et quel type de logement ils ont, comment ils transmettent. Toutes ces questions-là sont... Propriétaire de ces terres, il n'y a pas forcément besoin de l'être. On a interrogé là un agriculteur, lui il est propriétaire de 10% de ces terres. L'essentiel est accessible en bail à ferme. Mais là, les derniers hectares dont il a eu besoin, il les a achetés avec une coopérative qui s'appelle Terre en Vue, qui aide les agriculteurs à avoir accès à des terres en les achetant pour eux et en leur louant ensuite. Un bail à ferme, c'est selon la région entre 150 et 300 € l'année. Mais comme donc j'ai discuté avec cet agriculteur, il me disait voilà, c'est simple. On s'est installé en 2000, l'hectare c'était 3 000 €. J'ai pu en avoir des hectares en location avec la commune quand on s'est installé, puis ensuite par la fabrique d'église, quand on s'est marié à l'église. C'est très bien, donc ils ont augmenté leurs terres accessibles, ils les louent pas cher, sauf qu'il n'y avait plus assez de terres pour faire leur petite agriculture de proximité. Et donc voilà, ils ont voulu acheter des terres, maintenant c'était passé à 15 000 € l'hectare. Donc ils ont pu, avec Terre en Vue, je ne sais plus, c'était 12, 15 000, et puis voilà, après ils avaient toujours encore besoin d'un hectare ou deux. C'était passé à 26 000, et puis là ils réfléchissaient à d'autres. Et tout ça, c'est entre 2015 et maintenant. Pareil, c'est des envolées de prix assez incroyables. Il me dit, mais là, il a vu les hectares, c'était à 36 000 dans la région la moins chère de Belgique. Il y a des régions, je crois que c'est plutôt les grandes cultures entre... du coup, je dirais direction Tournai. Là-bas, on monte maintenant à des 100 000 € l'hectare. Ou parfois, ce qu'on nous a dit, il y a des bails à ferme qui sont signés, mais avec des dessous de table en plus, jusqu'à 10 000 € l'hectare. Et donc, il y a des gens, pour pouvoir avoir accès à un bail pas cher sur 100 hectares, sont capables de mettre 1,5 million d'argent comme ça, en noir. L'argent circule, il y a plein de... Si on revient, je vais essayer de résumer ça, c'est pas facile, j'espère que je vous perds pas.
Les terres agricoles, voilà, oui, ça sert à faire de la nourriture, mais quelle nourriture? Une agriculture, la nourriture de proximité ou de l'agriculture industrielle? Et ensuite, ben voilà, ça devient aussi des terres intéressantes pour mettre des panneaux solaires. Tout ça, ça va. Si un agriculteur possède des terres, qui peut louer ces terres et toucher 5 fois plus à son hectare, sans toucher 2-3 fois plus qu'en le travaillant sa terre, en le louant à une firme qui va soit poser des panneaux photovoltaïques, soit gérer la terre elle-même, soit faire pousser des sapins de Noël. Ça aussi, ça rapporte énormément. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a parfois, on arrive même à faire pousser des céréales juste pour les mettre dans des biométhaniseurs, parce qu'il y a des biométhaniseurs qui ont été construits. Et dans l'idée, les déchets agricoles, ça va être gratuit, on va pouvoir faire de l'énergie pas chère. Sauf que maintenant, les choses ont évolué en 10 ans, et donc les déchets agricoles valent quelque chose. Donc, pour alimenter le biométhaniseur, il faut qu'on cultive des choses pour mettre dedans. Tout ça, ça fait plein de choses. On parle de biocarburants aussi. Les biocarburants, c'est fait aussi au détriment des terres agricoles. Et donc le rendement de ces choses-là est vraiment supérieur au rendement d'une terre nourricière. Et donc on est dans ce truc-là où il reste 12 000 exploitations agricoles, une population très très âgée. Beaucoup ne savent pas s'ils vont avoir un repreneur. Beaucoup savent qu'ils n'ont pas de repreneur. Donc on estimait à Terre en Vue que probablement un tiers de la surface agricole va changer de main dans les 10 années à venir. Est-ce que ça va passer aux mains des grands groupes privés qui ont les moyens financiers de les investir? Est-ce que les pouvoirs publics peuvent essayer de faire quelque chose pour réguler ça? Mais c'est difficile parce qu'acquérir des prix... en France, ils ont réussi à plus ou moins... il y a des erreurs apparemment, il y a des couacs. Mais les prix en France sont 6 fois moins chers qu'en Wallonie, par exemple. Et la Wallonie est 2 fois moins chère que la Flandre. Une fois que les prix se sont envolés, ça devient très dur pour les pouvoirs publics de se dire on va acheter des terres. Et c'est un peu pareil pour le logement, j'imagine. Où là, on arrive à d'autres trucs. Je suppose que vous en parlerez, combien il coûte cher désormais de rénover. Et donc, on a tous ces parcs qui sont là à rénover. Ça devient des coûts énormes. Et voilà, je crois que c'est un peu les... Ça dresse déjà un beau tableau. Oui, je ne sais pas s'il est beau. Beau, je ne sais pas, mais complet en tout cas. Pascal et Serge, vous êtes, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, même nés dans cette partie-là de la Belgique. En tout cas, vous y êtes architecte depuis 2001. Pour vous, voilà, quelle est la définition de la ruralité, les ruralités? Comment, en tout cas, dans l'axe sur lequel vous travaillez, quelles évolutions vous voyez? Je vais peut-être commencer peut-être par légitimer finalement cette question par laquelle en fait on est présent ce soir, de ruralité, comme tu l'as dit, par le fait qu'on est né dans cette ruralité, aussi bien Pascal que moi, et que Laure au bureau, avec qui on fait fonctionner la boutique tous les jours, mais aussi d'autres collaborateurs du bureau. On remarque en fait qu'il y a cette ruralité, je vais dire vécue dans notre cas, vécue aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le travail. Et peut-être qu'après, je compléterai peut-être avec un petit mot sur la ruralité fantasmée dont on a un petit peu parlé et comment on la ressent aussi. Je pense que nous, en tous les cas, la vision de la ruralité, peut-être on n'est pas dans les mêmes... même si les enjeux que vous avez évoqués, forcément, nous traversent l'esprit et font partie de discussions et en tous les cas, de prise de conscience qu'on a aujourd'hui. Peut-être ce que je vais évoquer est peut-être plus du concret et je pense que Pascal le fera encore plus avec on va dire les types de commandes et surtout les publics auxquels on s'adresse quand on travaille notre architecture au quotidien. J'en reviens à notre ruralité vécue. Comme on l'a dit, on est nés tous les trois, Laure, Pascal et moi, alors peut-être pas dans le village, mais en tous les cas, on y a grandi, on y a vécu, on y habite aujourd'hui et on y travaille avec cette particularité. Peut-être que si on fantasme les choses et qu'on dit que peut-être le rural, en tous les cas celui d'autrefois, travaillait dans son village, nous on va pas travailler dans notre village, on va aller dans un autre village pour travailler, mais on va traverser quelque part toute cette campagne pour aller et parcourir le territoire pour aller
travailler soit dans nos bureaux qui sont installés dans une ferme carrée, vraiment l'exemple type, on pourrait, de la caricature, même si c'est une caricature heureuse, de la ruralité, et vers tous nos chantiers qui sont quasiment exclusivement, on va dire, répartis à travers la Wallonie, et on l'a dit, peut-être plutôt Brabant Wallon, Namur, et un peu le Hainaut, et parfois un tout petit peu aux portes du Luxembourg, mais c'est un petit peu réparti, et finalement, ce sont des contextes différents, mais qui ont des points communs de ruralité. Ce qui nous rapproche aussi avec cette ruralité, c'est peut-être aussi notre formation qu'on a suivie tous les trois à Louvain-la-Neuve, qui était quand même une école qui insistait fort sur l'inscription dans le paysage et toutes ces composantes de paysage, l'analyse du paysage, et donc qui a, je pense, rencontré chez nous, enfin, qui a fait écho en tous les cas au monde dans lequel on vivait, et qui a sans doute peut-être, j'espère en tous les cas, fait jaillir de bons projets dans ce qu'on a pu mettre en place. Et là, j'en viens vraiment à la ruralité. Même, alors au départ, on parle, on sent, nous, quand on en discute, que cette ruralité, elle a évolué de manière très très lente pendant de nombreuses années, jusqu'à arriver dans les années 50. Et puis là, elle a forcément beaucoup plus évolué, et que le public qui habite cette ruralité a beaucoup évolué ces dernières années, et que si on l'associait fort à l'agriculture, on en a parlé auparavant, elle draine quand même beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'activités différentes aujourd'hui, et on retrouvait déjà des fonctions différentes auparavant, mais on retrouve beaucoup plus de monde aujourd'hui qui habite cette ruralité qu'avant. Mais par contre, ce qu'on y retrouve, et qui est un héritage sans doute de ce qu'il y avait avant, et on y retrouve dans notre manière de travailler, c'est cette espèce de bon sens paysan, cet ancrage les pieds sur terre, de faire les choses simplement avec ce qui s'y trouve, et en accord finalement avec ce qui est. Alors, on peut parler d'un parallélisme avec l'architecture vernaculaire, c'est pas jusque-là, on a un petit peu évoqué, je pense, dans le film, cette architecture vernaculaire, mais c'est surtout d'essayer de travailler avec des choses simples, et de mettre des choses simples en place, et je pense aussi, c'est aussi dans une question budget, d'arriver à construire des choses qui ne soient pas trop chères. Et même si on sait qu'on construit quand même pour un public qui reste privilégié, parce qu'il y a énormément de monde qui n'ont pas les moyens de se payer un architecte, pour le dire tel que c'est réellement, on a quand même construire avec des petits budgets, des petites rénovations et ce genre de choses, et travailler avec les moyens du bord, on va dire, pour arriver à mettre les choses en place. Je pense que l'image qui est là, qui est une image, on va dire, qui exprime la ruralité de tous les jours, en tous les cas telle qu'on la voit. On passe nous devant chaque fois qu'on se rend au bureau tous les matins, et c'est ça qui nous fait penser finalement à cette expression de choses simples qui sont presque construites, enfin, qui se sont construites même sans architecte à l'époque, et c'est ça qu'on essaye de retrouver. Sur la ruralité aussi, ce qu'on voulait exprimer, c'est, enfin, en parallèle de ça, je vais pas dire ni en opposition, ni en complément, mais vraiment en parallèle, il y a cette ruralité fantasmée qu'on imagine bien, qu'on aurait pu illustrer par une belle peinture assez d'un beau paysage de la campagne tel qu'on peut l'imaginer. Et en fait, cette espèce on l'imagine plus comme une espèce de fuite, mais je pense qu'on le dit comme fuite du monde urbain, mais je pense que nous aussi, on y participe à vouloir sortir de notre quotidien et à vouloir retrouver quelque part le contact avec la nature, que ce soit d'une manière d'aventure ou de cabane ou que sais-je, et de retrouver quelque part ce concret et ce milieu rural. Et je ne pense pas qu'il faut le mettre en opposition comme si c'était que la personne qui habite la ville qui veut aller rechercher ce contact avec la nature. Je pense qu'il y a plein de gens, plein d'habitants de la ruralité qui veulent aussi retrouver ces éléments. Alors quand on y habite, on va dire que c'est beaucoup plus facile parce qu'il suffit presque de sortir de chez soi et on y est. Et sans doute que c'est aussi ça qui fait que ça participe sans doute du fait qu'on est bien là où on est et qu'on est bien là où on travaille et qu'on arrive à peut-être bien comprendre ce milieu-là. Mais par contre, on sent bien aussi que cette ruralité fantasmée
a été le prétexte, mais je pense que vous en avez déjà bien abordé la chose, à une espèce de spéculation sur comment la vendre à tout un chacun et à gagner un maximum d'argent sur cette ruralité fantasmée. Alors on ne s'adresse pas, enfin je veux dire que nous, notre architecture, c'est pas vraiment celle-là, c'est plutôt construire pour monsieur et madame tout le monde, dans des villages quelconques, mais qui ont quand même un certain intérêt. Et ben ça, je vais peut-être te laisser la parole, Pascal, pour compléter et prendre le relais. Et oui, et ça justement, dans les presque, enfin dans la petite vingtaine d'années déjà, que vous êtes architecte, quelle évolution de la commande vous voyez? Est-ce que effectivement vous ressentez un changement dans les types à la fois les types de commandes et les types de commanditaires? Alors, c'est toujours compliqué, effectivement, quand on est dans cette ruralité, de la lire, parce que nous, on y vit au quotidien, comme Serge l'a dit. Je crois que rétrospectivement, effectivement, si on distingue dans les commandes qu'on a eu à traiter, les commandes qui touchent au logement, hein, on l'a évoqué beaucoup, il est clair qu'il y a une évolution. Il y a 20 ans, 25 ans, quand on a commencé à travailler, nos premiers clients, c'était nos amis, ils avaient notre âge, ils avaient 25 ans, et en sortant des études, ils achetaient un terrain et puis ils nous appelaient pour construire une maison. Et pour 150 000 euros, on achetait le terrain et la maison, et c'était OK, quoi. Et donc, effectivement, on a connu cette époque-là, et il est clair qu'aujourd'hui, les commandes qu'on reçoit à titre privé, en tout cas quand il s'agit de logements neufs, sont essentiellement inaccessibles pour le public lambda. Je dirais même que les publics qui peuvent se payer aujourd'hui un terrain neuf et une construction neuve sont des publics extrêmement privilégiés, des publics de profession libérale, médecins, avocats, enfin ce type de caricature, mais c'est pourtant devenu une réalité quotidienne aujourd'hui. Alors heureusement, je pense que le fait qu'on habite à la campagne fait que nos clients, ce sont nos amis, ce sont des connaissances de nos amis, et donc on a très très peu de clients qui viennent de la ville, qui débarquent avec des liasses et qui nous disent allez-y, on se fait plaisir, on fait des piscines et compagnie. Donc on n'a pas de clientèle de cet ordre-là, et ça c'est certainement un plaisir et une chance. Mais néanmoins, aujourd'hui dans le logement, le travail qui reste accessible, c'est la transformation. Et donc ce sont des projets de transfo qui touchent à un travail essentiellement en autoconstruction. On acquiert un logement à 30-35 ans, après parfois avoir acquis un appartement, l'avoir revendu, et donc on s'est fait un petit bas de laine. Et puis à force de transformation, on parvient petit à petit à acquérir ce logement dont on rêve, quoi. Alors l'autre partie, l'autre volet de nos commandes, et ça je pense que c'est important parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, Norbert Nelles l'a abordé tout à l'heure dans le reportage, avec ce qui constitue la vie sociale, et là on va avoir l'occasion sur les quelques images de parcourir un petit peu cette nouvelle vie sociale, ou en tout cas cette vie sociale bien présente en milieu rural, et qui, singulièrement là où nous nous trouvons, dans des grands axes, un peu en dehors de cette campagne fantasmée, c'est-à-dire dans ce qu'on a envie d'appeler une espèce de campagne réelle, où on vit avec finalement assez peu de tourisme, assez peu de fonctions nouvelles. On retrouve néanmoins donc, dans le logement, dans cet exemple-là, des questions aujourd'hui qui apparaissent, qui sont des questions de cohabitat. Je pense qu'on n'est pas les seuls à traiter cela. On le voit de plus en plus, avec, dans le cadre du projet qui est présenté ici, effectivement des gens qui viennent plutôt de la ville, avec des moyens ici assez réduits, et donc qui achètent ensemble un terrain de 3 hectares pour ce cas-là, qui construisent ensemble 10 maisons avec des moyens réduits, mais avec des réelles convictions. Et donc construction neuve alors là. Voilà, en construction neuve dans ce cas-là. Mais forcément, cette question de liens sociaux, elle est intrinsèquement liée aussi à ce type d'habitat. Leur volonté n'est pas seulement de trouver une solution économique, c'est aussi de trouver un mode de vie qui finalement s'inscrit dans une philosophie rurale qu'ils veulent rencontrer, quoi. L'autre élément dans l'image suivante, c'est toute la question des écoles. Effectivement, on parle de...
je ne sais pas si oui, on m'entend toujours. Ouais. On parle de villages qui se vident, où il y a très peu d'habitants. Mais là où nous vivons, les villages ont plutôt tendance à la croissance. Et donc, on a eu l'occasion de rénover énormément de petites écoles de village qui, historiquement, étaient des lieux où habitait l'instituteur avec sa classe. Et puis aujourd'hui, on leur a donné un peu plus d'ampleur. Et donc ça, c'est aussi en ruralité, dans des villages qui vivent dans la réalité, quelque chose qui est très présent. Et puis, il y a également ensuite tout le patrimoine rural, c'est-à-dire qu'on évoquait ces agriculteurs qui sont moins nombreux qu'ils n'étaient, beaucoup moins nombreux qu'ils n'étaient. En réalité, les terres sont peut-être un peu moins cultivées, mais simplement, c'est essentiellement, je pense, des exploitations agricoles qui sont plus grandes et qui ont racheté des petites. Et donc, ça veut dire que les lieux d'habitation de ces anciennes petites exploitations, qui sont des anciennes granges, comme ici à Wallin, ou là où nous travaillons, une ancienne ferme en carré transformée en locaux de bureaux. Donc cette réhabilitation du patrimoine typiquement rural est aussi une commande qui nous arrive aujourd'hui de plus en plus. Et ici, en l'occurrence, c'est aussi, au-delà de la réhabilitation du patrimoine, un lieu de cohésion sociale, puisque dans cette grange des 6 heures qui est une petite salle polyvalente, c'est aussi un lieu qui a été quelque part utilisé par les citoyens pour créer un café citoyen. Et donc ça veut dire que tous les mercredis après-midi, tous les vendredis soirs, samedis soirs, les gens du village peuvent s'y retrouver. Alors on sait que le petit café à côté de l'église n'existe plus, mais il y a des initiatives telles que celle-là qui existent en ruralité. Et un peu dans le même genre, c'est aussi tous ces petits restaurants. Donc la question de la gastronomie, de nouveau, alors effectivement, on l'associe trop souvent à des questions touristiques, mais en l'occurrence, de nouveau, là où nous vivons, c'est plutôt la même fonction que ce café du village. C'est-à-dire que c'est dans ce resto qui est le resto de ma cousine, c'est les habitués. C'est-à-dire que le vendredi, c'est le couple de personnes âgées qui, tous les vendredis, vient au lunch de midi. C'est une fête de famille où le dimanche midi, on réserve tout le resto et on fait une fête de famille. Et donc, je pense que la très très grande majorité des clients de ce restaurant sont des clients qui habitent le village ou qui habitent dans un rayon de 5 à 10 km. Donc, cette vitalité, ces liens sociaux, je crois que finalement, avec cette espèce de recul, c'est une espèce de chance qu'on a à participer à ça, et certainement un grand plaisir. Et alors le dernier type de commande qui arrive récemment, oui, ça c'est encore un gîte, et cette espèce de dialogue entre ce qui était là avant et ce qui existe aujourd'hui, avec aussi ces matériaux, donc ces matériaux ruraux, hein, typiquement quand on se promène dans les campagnes, on voit les abris du bétail faits avec des tôles ondulées, et donc on les a beaucoup utilisés. Et ça, je me permets de te couper par rapport au reportage qu'on a vu tout à l'heure, enfin au film de Camille, et au travail de Thomas et d'Arthur qui est en cours. Est-ce que c'est un vrai problème ? Est-ce qu'il y a une évolution aussi depuis 20 ans dans les matériaux que vous pouvez utiliser au niveau des permis ? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça ? Et par rapport aussi des prix des matériaux, et là je rejoins la question de Jean-Michel tout à l'heure, est-ce que c'est encore abordable de pouvoir transformer un lieu, et qui peut encore le faire, quoi ? Oui. Alors sur la question de l'urbanistique, je pense que les choses ne s'améliorent pas. Je pense qu'elles sont, me semble-t-il, plus complexes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans, en ce sens que les contraintes qui nous sont données à répondre sont de plus en plus exigeantes. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui me rassure. On évoquait tout à l'heure, en mangeant un petit morceau avant cette table ronde, la difficulté aussi en milieu rural d'avoir des interlocuteurs avec un degré de compétence parfois suffisant. Et ce n'est pas un reproche qu'on peut leur faire, c'est juste un constat assez mathématique. En zone urbaine, on a un service urbanisme qui couvre les besoins d'une population de plusieurs milliers d'habitants. En zone rurale, on a une personne qui, bien souvent, n'a même pas une formation de base dans le métier, qui a suivi quelques semaines de formation en la matière,
essentiellement juridique, et qui est, selon sa sensibilité, plus ou moins à même de nous aider. Donc, malheureusement, ce contexte-là, ajouté aux difficultés administratives, nous amène à constater que les choses ne s'améliorent pas, je pense. Et alors, sur le coût, on le disait, donc aujourd'hui, la construction neuve de base, de toute façon, est très très chère. Alors, les projets collectifs dont on parle sont, par contre, eux, quand ils sont issus d'initiatives publiques, ils sont de toute façon assez short en termes de budget. Et donc, à la fois dans certaines commandes privées, on a l'opportunité, et forcément on le fait avec plaisir en tant qu'architecte, de dessiner et d'aller assez loin avec des artisans, avec des menuisiers, des charpentiers, et de soigner les détails, mais à un coût qui est celui de la main-d'œuvre, simplement. Donc il n'y a pas de reproche là-dessus pour les artisans. Par contre, effectivement, dans les projets publics, là, on est beaucoup plus challengé. Quand on prend la Grange des 6 heures, là, il y avait effectivement un enjeu budgétaire majeur, et donc des choix extrêmement stricts, dont au final, on est super heureux parce que finalement, ils apportent une forme de cohérence avec l'évidence du bâti traditionnel d'origine, quoi. Donc ça, c'est certainement intéressant. Et alors, peut-être la dernière chose, effectivement, je parlais des matériaux sur cette photo, mais alors l'histoire de ce petit projet, on l'a évoqué en préparant la conférence, hein, c'est qu'en fait, c'est une amie médecin qui a dans son jardin le bâtiment, une petite annexe dans laquelle elle range ses meubles de jardin, qui est le bâtiment en briques ici. Et forcément, elle a le même âge que moi, donc ses parents ont tout doucement 75 ans, et elle envisage qu'à un moment donné, elles doivent les aider. On faisait le constat un petit peu de cette évolution en fait, de la vie des aînés dans les villages. C'est certainement aussi un sujet majeur. Et donc, s'il est certain que nos arrière-grands-parents terminaient leur vie dans la maison de leurs enfants, il est également relativement certain, et c'est le cas en tout cas de 3 de mes 4 grands-parents, ils ont terminé leur vie en maison de repos, parce que l'activité des enfants, etc., faisait qu'ils n'envisageaient pas de les accueillir, et on peut le comprendre, c'est pas simple. Et puis effectivement, tout doucement, on cherche, notre génération, des solutions pour nos parents, et c'est pas si loin, des solutions pour nous aussi, sur le temps de la construction. Il faut quand même qu'on se rende compte, moi j'ai 50 ans, dans 25 ans, je serai dans ce cas-là. Et en l'occurrence ici, mon ami médecin me dit, mais moi je voudrais faire un petit volume pour accueillir mes parents le jour où ils ne seront plus autonomes et le jour où je devrais les aider. Et donc finalement, ce petit volume à côté a été construit avec cette finalité-là. Entre-temps, on a eu la guerre en Ukraine, et finalement il n'a pas encore accueilli les parents, il a accueilli des réfugiés ukrainiens. Et puis, il a accueilli les enfants. Ils ont 4 enfants. Et donc, quand ils étudient au mois de juin, hop, ils vont dans le volume. Et puis, effectivement, il est loué de temps en temps par des amis. Mais voilà, ça veut dire aussi que ces petits volumes-là, qu'on appelle gîtes, peuvent aussi répondre à toute une série d'autres besoins qui ont beaucoup de sens en ruralité. Et donc, voilà un peu, en quelques minutes, ce qu'on essaie de couvrir avec un rétropédalage sur nos 20 années, quoi. Et donc, voilà. Merci beaucoup. On va pédaler un peu plus loin dans le temps grâce à Sébastien Lacomblé, qui a écrit une fiction, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le même numéro de dérivation, donc le numéro 9, qui prend la forme en fait d'un article qui présente les recherches du laboratoire de systémique territoriale relative aux évolutions de la ruralité wallonne au XXIe siècle. Vu par une Chinoise. Vu par une Chinoise. Et d'ailleurs, pour comprendre un peu plus son implication, est-ce que tu pourrais parler de l'autrice de ce texte, Anjali Bequez? Ah oui, Bequez. Est-ce que tu peux mettre... Oui. J'ai besoin vraiment du micro, c'est pour l'enregistrement. Exactement. En fait, c'est la petite fille ou l'arrière-petite fille, je ne me souviens plus de ce que j'ai écrit, d'un personnage qui s'appelle Pierre Becquier et qui est inspiré par un personnage que je connais bien, en fait, qui est moi. Et en fait, qui vit la vie que j'imagine que je pourrais avoir. Alors, c'est vrai que cet article est très riche et il concentre
beaucoup de tes centres d'intérêt et de tes visions sur l'art, le paysage, l'architecture et l'urbanisme, comme une sorte d'art total, et on en reparlera après. Mais est-ce que, malgré cette richesse, tu pourrais arriver à nous synthétiser en quelques phrases cette fiction ? C'est ni une utopie, ni une dystopie. C'est un futur, quoi. Il y aura toujours des guerres, des maladies, des conflits d'intérêts, mais des projets aussi, des gens qui mènent des projets, en fait. C'était l'idée vraiment de sortir de cette espèce de, je sais pas, d'idée des lendemains qui chantent, en fait. Ça, voilà. Ok, et alors dans quelle temporalité tu nous transportes Donc, Anjali écrit au XXIe siècle, à Pékin, parce que je pense que ça se passe un peu plus là-bas et qu'ici, c'est un peu le futur qui remonte. Parce qu'ils ont des pouvoirs politiques forts, etc. Ici, la démocratie, elle nous permet pas de mettre en place les mesures qu'il faut pour réduire certains problèmes. En fait, c'est beaucoup moins humaniste, cette nouvelle, que l'approche des personnes qui sont ici. En fait, j'ai grandi à la campagne, à Thouin, et je pense que c'est pour ça qu'on m'a proposé d'écrire une nouvelle. Et j'ai vu, en fait, pulluler l'humanité, comme ça. Donc, en fait, j'ai grandi... Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère, qui était une paysanne, en fait. Et puis, des maisons ont commencé à se développer, etc. Et tout de suite, été un peu sensible, un peu à une augmentation qui me paraît, anarchique de la population. Voilà. Et qui se manifestait par ces maisons 4 façades qui apparaissaient partout dans mon quartier. Et j'étais un adolescent plutôt punk, rebelle et agressif. Et voilà, ça a généré peu d'empathie envers ce type de population chez moi. Je suis parti à la ville en pensant que ça serait mieux, mais bon, c'était pas mieux en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre... je règle le problème avec une famine. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est que la dolorère ? C'est l'ère de la douleur. Moi, en fait, c'est un peu inspiré de quelque chose que j'avais entendu au sujet de l'époque médiévale, où la peste noire aurait libéré pas mal d'espace et rendu la propriété accessible à certains. Exactement. Et donc, c'est ce que tu appelles comme titre d'un des chapitres, enfin des paragraphes, pardon, de la catastrophe naquirent de nouvelles manières d'habiter. Ouais. Et alors, si on fait un lien un petit peu avec ce qui s'est dit avant dans notre actualité, comment on y vivrait alors dans cette nouvelle on en revient Wallonie On en revient à une forme de rationalité, parce que bon, là, on a énormément de personnes qui sont dans les secteurs tertiaires, en fait, et tout ça est rendu disponible par l'abondance énergétique qui a aussi rendu possible cette augmentation considérable de la population. Hein, parce qu'avant la révolution industrielle, je pense qu'on est 700 millions sur Terre. C'est à peine 250 ans, et on est passé à, je ne sais plus combien on est. On sera très vite à 10 milliards en 2050, je crois. Enfin, voilà, donc on a une augmentation de la population qui est rendue... qui va avec la disponibilité énergétique en fait. Et on est dans un monde, voilà, je ne vais pas refaire le discours de Jean Covici et tout ça, mais c'est limité tout ça. Et donc en fait, voilà. Et c'était pas forcément négatif. C'est pour ça que je voulais dire ni utopie ni dystopie, parce que tout ça est toujours une question de point de vue, mais j'aime bien la paléontologie et voir les choses sur le temps long. Et si, par exemple, les dinosaures s'étaient pas pris une météore il y a 65 millions d'années, les mammifères ne se seraient pas développés, on ne serait pas là. Donc, voilà, juger de ce qui est bien ou pas bien, ça me paraît complètement... Pour toi, c'est plutôt une histoire naturelle de... C'est une histoire naturelle de manière de vivre, en fait. Voilà. Je peux te lire ? Oui. Dans ces nouveaux hameaux densifiés, la taille des populations humaines est entre autres choses déterminée par le facteur limitatif que constituent les accès à l'eau potable et au bois de chauffage. La croissance des différents villages est surveillée afin d'éviter tout développement hors du niveau acceptable qui mettrait en péril une certaine sécurité en ce qui concerne les approvisionnements. Ouais. Tout est dit. Ouais, après, c'est difficile à mettre en œuvre.
Et donc justement au niveau spatial, comment est-ce que c'est mis en œuvre dans ta fiction? Il y a eu une rationalisation, hein, donc on a conservé... notre époque produit un patrimoine en fait. Oui, et donc là ça nous renvoie quand même à ce titre génial que j'adore, et vous allez tous y participer, je pense. Je vais vous demander un petit peu de réagir sur ce titre. D'un autre paragraphe, écoutez bien, l'héritage Thomas et Piron donne forme à l'agriculture contemporaine wallonne. Bah oui, parce que, c'est, comment expliquer ça, c'est toujours l'analogie avec la biologie en fait. Dans un processus évolutif, ceux qui sont les plus nombreux et les plus répandus ont plus de chances de faire souche, donc de laisser un héritage. Voilà. Donc en fait, comme ils ont beaucoup construit, disons que on peut imaginer qu'une grande partie de l'habitat futur, surtout si on n'a plus de, pardon, je parle pas assez près de ces trucs, surtout si on n'a plus de moyens de construire, parce que là, ce qui est en train de se passer grâce ou à cause de la guerre, oui, les moyens commencent à diminuer pour tout reconfigurer tout le temps, et donc en fait, on doit faire avec un héritage qui est là. Et voilà, c'était un peu provoquant, hein. Vous avez un peu compris mon caractère, mais... Ainsi, les nouvelles pratiques agricoles s'appuient sur cette organisation ancienne du paysage. Les fonctions et les usages du sol ont été revus de telle sorte que les espaces autrefois dédiés à des développements résidentiels sont actuellement intégrés dans une mosaïque de parcelles agricoles nouvelles. L'excellent réseau de routes créé par l'automobile individuelle dans le cadre de ce développement pavillonnaire a en outre été conservé, ce qui permet une circulation efficace des chariots entre ces différents terrains cultivés. Les pratiques agricoles ont également beaucoup changé. On peut par exemple rencontrer dans les champs des espèces asiatiques qui, au XXe et au début du XXIe siècle, n'étaient cultivées dans ces contrées que pour leur simple qualité ornementale. Ouais. Oui, je pense au bambou, en fait. Ouais, notamment le Shanghai 3, qu'on trouve à Meiss, mais qui, en fait, en Chine, est réellement utilisé pour la production alimentaire. Hein. Et donc là, dans l'extrait, on parle de chariot, ce qui m'amène un petit peu aux images que tu as toi-même... Un peu idéalisées, hein, pour le coup. C'est des images que tu as toi-même réalisées avec les technologies du moment. Hein. Donc... des IA, dans lequel j'ai mis Thomas et Piron, soit dit en passant. Parce que ces systèmes sont entraînés sur base de banques de données d'images. Et en fait, à un moment, quand je voulais donner un caractère wallon, ouais. Peut-être que sur l'image suivante, le caractère wallon et ton amour pour le médiéval ressort d'autant plus. Ouais. Il y a un petit peu un Bruegel post-Thomas et Piron. Mais ça a l'air quand même sympathique. Hein. Je veux dire, tout le monde ne se tape pas sur la gueule. Il n'y a pas que des violences, de famines, des guerres. Pas que. Non. Mais, est-ce qu'on peut quand même juste revenir au niveau spatialité? De quelle manière tu imagines utiliser le pavillonnaire pour mettre de l'agriculture, et de quelle manière Là, c'est plutôt des hameaux, mais... C'était l'idée d'avoir une trame en fait définie par les routes surtout. Hein. Et surtout, il y a ce capital de routes asphaltées, c'est quand même super. Comment expliquer? On vit quand même une époque de dingue. Hein. Au niveau disponibilité énergétique, genre prendre l'avion, construire des routes, c'est quand même assez incroyable. Et on n'aura plus l'occasion de faire ça encore pendant très longtemps, probablement. J'ai pas l'impression que c'est avec des éoliennes qu'on fera avancer des camions, quoi. Et pourtant, il faut qu'on ait des camions pour déplacer les choses. Voilà, c'est pour soutenir une comment dire. On va garder probablement après, c'est qu'une spéculation. Hein. Il y a tellement de facteurs et de variables qui peuvent faire changer le truc. C'est un peu rigolo, etc. Mais quand j'imagine le futur avec des moyens limités,
Et l'exemple de la guerre est un bon exemple à ce niveau-là, de montrer tout devient plus compliqué parce que en fait, c'est une diminution des réserves énergétiques. On fait la guerre pour pouvoir s'assurer de pouvoir faire encore la guerre. Hein. Je comprends les Russes, en fait. Ils s'assurent des réserves en termes de terrain aussi pour avoir de la production alimentaire, etc. Enfin, on fait la guerre pour avoir des capacités futures à faire la guerre. Et enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est... En fait, voilà, on va devoir faire avec ce qu'on a de plus en plus. Je crois que c'est un petit peu ce qui était partagé. Et tu voulais terminer sur... Ah oui. Mais c'est une phrase très positive. Voilà. Donc non, ça, mais je vais l'expliquer l'expliquer pourquoi. Ça vient de mon maître zen, c'est pas une blague. Parce qu'en fait, le danger de l'utopie, je pense, parce que c'est là-dessus que je réfléchissais, c'est toujours de nous projeter plus tard même à l'échelle d'une vie individuelle. C'est quand j'aurai cette maison, ça sera super. Quand je serai avec cette nana, ça sera super. Quand j'aurai fini de payer cette dette, ça va être super. Quand je serai en vacances là-bas, ça va être super. Et en fait, c'est jamais super. Donc, c'est l'idée que, c'est maintenant, quoi. Voilà. Et surtout, c'est sur la vertu du désespoir, pas en tant que désespoir comme un abattement, quelque chose qu'on subit, mais arrêter d'espérer que demain les choses vont se régler, en fait. Voilà. Ok. Très bien. Et du coup, vivre maintenant. Voilà. Et donc, je vous propose d'abord de vous remercier tous les 5. Et puis... Et donc de te suivre, et donc il faut vivre maintenant. Donc je vous invite à poser vos questions maintenant. Et donc je vous tends le micro maintenant.